Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et vous ne rêvez pas, vous voyez bien l'image de Piero San Giorgio en face de nous qui a accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur San Giorgio. Mais avec grand plaisir. Donc, Piero San Giorgio, est-ce qu'on doit encore le présenter aujourd'hui? Alors, vous êtes suisse, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes un auteur assez connu en matière de survivalisme. Vous avez écrit Survivre à l'effondrement économique, que j'ai lu. Vous avez écrit Rue Barbare, Survivre en ville, que j'ai lu aussi, puisque je répondais à votre définition des premières pages, c'est-à-dire que je ne voulais pas quitter la ville. Donc je me disais que c'était la meilleure manière de se préparer. Femme au bord de la crise, que je n'ai pas lu. Et NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, que je n'ai pas lu non plus. Donc moi je suis plutôt sur vos deux premiers livres que les deux anciens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Piero San Giorgio, comment vous en êtes venu, vous qui étiez un cadre dans des grandes entreprises d'informatique, à vous intéresser au survivalisme, en faire un petit peu votre métier, à participer activement on va dire, à l'extension du phénomène survivaliste en francophonie, puisque vous êtes aussi connu en France que vous l'êtes en Suisse. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au survivalisme? Eh bien, c'est un concours de plusieurs circonstances qui se sont conjuguées pour m'amener à cela. Il est vrai que dans mon métier, j'étais un cadre sup dans des sociétés de logiciels, il m'est arrivé de beaucoup voyager, notamment en Afrique, au Moyen-Orient. J'étais responsable de ces régions à une certaine période dans les années 90. Et évidemment, ces voyages m'ont confronté à la réalité du monde. Le monde qui est brutal, qui est assez violent parfois, et différent de la Suisse douillette et l'Europe douillette de cette époque-là, en tout cas, ou certainement de mon enfance, dans les années 70 ou 80. Et ces voyages m'ont évidemment ouvert l'esprit, m'ont fait réfléchir, et conjugué à ça, mon exposition à la finance américaine lorsque j'ai eu ma société et lorsque je l'ai vendue, la vente m'a exposé au fonctionnement de New York, puisque je l'ai vendu à une société de New York. Et je veux dire que je me suis fait en partie arnaquer dans l'achat de ma société. Enfin, heureusement, la partie où je ne me suis pas fait arnaquer me permet de vivre assez confortablement, sans excès non plus, mais enfin, m'a permis de vivre de pouvoir m'adonner à l'écriture aujourd'hui sans avoir vraiment besoin de gagner de l'argent. Mais je me suis quand même fait arnaquer. Donc j'ai à ce moment-là pu voir que les rouages de la finance de Wall Street, etc., du côté intérieur. Et en plus, lorsque, en 2003, les États-Unis se sont mis en marche pour la guerre suite au 11 septembre contre l'Irak, qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre, et bien, lorsque Colin Powell a menti sur ces histoires d'armes de destruction massive, avec le concours de tous les médias et de la presse et des gens d'influence, je me suis dit, bon, on nous ment évidemment sur la guerre, mais moi qui suis passionné d'histoire, je me suis dit, mais alors peut-être que les milliers de livres d'histoire que j'ai lus sont faux ou ont été biaisés ou certainement aussi ont subi la propagande. Et donc, forcément, en se plongeant dans une forme je ne vais pas utiliser le mot de révisionnisme, mais en tout cas de remise en question des vérités établies et de l'histoire, la convergence de tout ça m'a fait prendre conscience que nous faisons face à des risques très grands et de plus en plus forts au fur et à mesure que les années avancent, de catastrophes sérieuses dans la surpopulation, notamment dans des pays qui sont de culture et même de biologie extrêmement violente, extrêmement agressive, et culture. Il y a une consommation de plus en plus grande à l'Occident, mais aussi ailleurs, sur des biens qui sont matérialistes à l'extrême, qui sont et donc une culture qui en dérive, sur une atomisation de l'individu et non plus une approche collective. Donc la nation, pour la plupart des gens, par exemple, ne veut plus rien dire. Nous pensons à notre petit week-end, à nos petits achats, à notre fin de mois, nos prochaines vacances, à notre mois. Nous sommes des adolescents attardés et infinis. Nous avons donc de plus en plus de monde dans le monde, des milliards de gens
Nous sommes passés de 1 milliard en 1814 à aujourd'hui bientôt 8. Donc une croissance exponentielle, et donc la consommation des ressources, elle est évidemment, et je l'ai vu en Afrique, j'ai vendu à des sociétés pétrolières, à des sociétés minières, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient et en Russie. J'ai pu voir ce qu'il en est réellement de la raréfaction de ces ressources, et ajouter à cela visiblement la dimension financière de la croissance par la dette depuis les années 90, que j'ai découvert justement au début des années 2000, m'a fait prendre conscience que la convergence de ces tendances lourdes va nous amener, à mon avis, inévitablement à un choc économique extrêmement important, que j'appelle l'effondrement économique, et qui aura des conséquences extrêmement violentes sur notre quotidien, sur la vie de tous les jours, sur les chaînes d'approvisionnement de biens, de nourriture, de services tels que l'eau courante, le ramassage d'ordures. Enfin, il y a toute une gamme très, très longue de choses que nous considérons comme normales aujourd'hui qui peuvent disparaître en cas d'effondrement, soit de manière relativement ponctuelle, soit de manière longue. Et nous entrons, et j'ai oublié d'ajouter les effets des destructions écologiques sur l'environnement, mais surtout à plus court terme, les pollutions, les intoxications que nous subissons, et la destruction des niches et des écosystèmes qui soutiennent la vie nécessaire à notre nourriture, notamment les océans, les rivières, mais aussi un grand nombre de forêts et d'écosystèmes. Donc tout cela converge, et converge ces prochaines années. Alors moi, j'ai mis comme estimation en 2011, lorsque mon premier livre est sorti, que la zone de risque maximale est autour de 2022, et au-delà, évidemment. Donc on s'y approche. Et plus on s'y approche, je me rends compte que ce que j'avais prévu, notamment les crises migratoires, enfin, je ne suis pas le seul, évidemment, qui amènent des crises sociales, des crises politiques, vont en s'accentuant. Aujourd'hui, on annonce un choc pétrolier pour 2019. Lorsque on écoute, par exemple, le ministère du pétrole de l'Arabie Saoudite qui nous annonce qu'il va y avoir des problèmes de production bientôt, et le pays s'y prépare. Je ne suis pas prophète, mais je me dis que dans l'ensemble de ce que j'ai écrit, j'ai vu assez juste. Et donc, étant à cette époque, en 2003-2005, ayant fait ces réflexions un petit peu de prospective, et considérant qu'un citoyen responsable et un père de famille responsable doit prévoir l'avenir pour s'y préparer du mieux qu'il peut, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à chercher un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et évidemment, je suis allé très rapidement sur des idées d'autonomie, des idées de souveraineté individuelle par rapport à ses besoins. Et petit à petit, je me suis mis vers ce qu'on appelle le survivalisme, bien que je crois lui avoir donné une approche qui est très différente de l'approche un peu caricaturale que l'on peut voir dans les médias, surtout par rapport à ce qui est fait aux États-Unis, ce qui n'est pas non plus réaliste. Il y a beaucoup de survivalistes aux États-Unis qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui poussent pour une autonomie, avoir son potager, bien sûr savoir se défendre, etc. Et donc là, c'est peut-être la culture de mon pays, la Suisse, qui a façonné un petit peu une approche, une méthode de présenter cette manière de faire pour essayer de s'en sortir dans des temps difficiles, qui est, il me semble, assez équilibrée. Au lieu de dire, voilà, faut prendre un flingue et buter tout le monde, non. Au lieu de dire, non, mais moi je suis écolo, je fais mon potager et je fais des bisous à tous ceux qui viennent, non plus. C'est-à-dire d'avoir une approche équilibrée. Oui, il faut être autonome en nourriture, pour son eau, pour au maximum son hygiène et sa santé, pour bien sûr la production d'énergie minimum nécessaire, pour les connaissances, bien sûr pour se défendre, mais aussi le lien social, et donc créer des liens très forts, tout d'abord que l'on retrouve dans nos familles, si possible, avec nos amis, dans des communautés qui peuvent être le quartier, qui peuvent même être un immeuble, qui peuvent être un petit village, un petit hameau. Et voilà, donc j'ai mis tout ça, toutes ces idées, je pense, d'une manière assez ordonnée et assez facile à comprendre, et avec une marche à suivre. Et tout ça a donné lieu à mon premier livre, donc Survivre à l'effondrement économique, qui, à la grande surprise de moi-même en premier, et de mon éditeur et de tout le monde, a été un très grand succès. On est aujourd'hui à près de 120 000 copies vendues rien qu'en français, auxquelles il faut ajouter toutes les langues. Aujourd'hui, il est traduit en anglais, en italien, en russe, il y a même le turc qui va venir bientôt, en polonais, en roumain, en arabe. Enfin, c'est un succès assez étonnant pour un
pour quelqu'un qui n'est pas médiatisé, parce qu'évidemment, surtout à l'époque, le message de l'effondrement et le fait que nous n'allons pas vers la croissance infinie et le progrès infini, eh bien maintenant, ça ne plaît pas aux médias. Et en plus, j'ai la tendance à avoir la langue bien pendue et d'être assez provocant, parce qu'il faut choquer les gens pour qu'ils se bougent. Et donc, évidemment, tout de suite, on m'a catégorisé comme étant un mal-pensant. Et donc, je ne suis plus dans les grands médias. Oui, je crois qu'en Suisse, on vous a taxé d'extrême droite. Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le concept d'ultra-droite à l'époque. On nous mettrait à l'ultra-droite. Mais de toute façon, peu importe, vous savez, de toute façon, aujourd'hui, dès que l'on est légèrement à droite de Lénine, vous êtes nazi. Donc on s'en fout. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, j'aime plaisanter en disant celui qui n'a pas été traité de nazi dans sa vie, il a raté sa vie, parce que pour être un libre penseur, moi j'aime la liberté. Je n'aime pas trop l'État d'ailleurs, donc c'est totalement l'opposé du fascisme par exemple ou du communisme encore plus. Enfin, ils sont dans la même famille pour moi. Eh bien, peu importe. Mais enfin voilà, si ça fait plaisir aux médias de nous appeler ultra-droite, extrême-droite. En revanche, je revendique le fait d'être à droite, c'est-à-dire que pour moi, la liberté individuelle, la liberté du contrat, la liberté d'entreprendre, bien sûr avec la liberté d'expression, pour moi sont des piliers fondamentaux, moraux, même ça va même plus loin qu'une opinion politique. Pour moi, c'est de la morale, c'est de la vertu publique et privée, pour moi sont fondamentaux. Et je suis prêt à me battre jusqu'à la mort pour les garder. Car l'alternative, c'est-à-dire l'étatisme, le socialisme, c'est l'esclavage. Avec peut-être le seul bémol, c'est que justement le royalisme est une approche qui pourrait être intéressante car elle permet d'incarner l'État dans une personne extrêmement vertueuse, qui serait le roi, ou le calife dans certains cas. Oui, effectivement. Prenez garde que le roi en France ne soit pas un jour un calife en fait, mais enfin on en parlera peut-être plus tard. Et donc une personne vertueuse, une personne qui incarne la vertu, qui serait le roi, pourrait incarner un garant d'un État qui pourrait garantir les libertés, telle une constitution, mais encore plus fort, puisqu'il s'agit d'une lignée, d'une famille. Encore faut-il qu'il prouve d'avoir ces vertus, et à mon sens, nous allons vers des systèmes monarchiques dans le futur, je l'ai déjà dit depuis presque le début, non pas parce que serait la volonté des peuples ou des gens aujourd'hui, mais c'est parce que le chef sort toujours des périodes troubles, et il sort parce qu'il sera à la fois le meilleur guerrier, avec la meilleure capacité d'organisation, mais aussi parce qu'il aura les vertus, à mon avis. Mais voilà, ça c'est un sujet très vaste. Alors, pour rebondir un petit peu sur tout ce que vous nous avez dit que vous avez beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, dans les années 80, je crois, si j'ai bien compris. Effectivement, une période un petit peu de crise, notamment pour ces pays-là, pour ces continents-là, qui sont toujours d'ailleurs un petit peu en période de crise. Est-ce que vous trouvez des similitudes? Parce que moi aussi, j'ai pas mal voyagé, on va dire au début des années 2000, et je trouve qu'il y a des similitudes entre la situation de certains pays en Asie et en Afrique et la situation de pays européens aujourd'hui, en fait, qui aurait été complètement impensable justement dans les années 90, à l'époque où l'Europe de l'Ouest était considérée comme ce paradis sur Terre sur lequel rien ne pouvait arriver. Alors, je vais mettre de côté la volonté claire aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, par l'immigration massive, de vouloir africaniser et moyen-orientaliser l'Europe. Et pas que l'Europe d'ailleurs. Donc, ça c'est déjà un sujet. Mais pour répondre à votre question précisément, les points communs qui me sautent aux yeux, et je dois dire que celui qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, c'est un ami libre et patriote, mais qui est africain et qui habite en Afrique. Il a fait le choix de partir de l'Europe. Il a raison. Il a eu raison. Il est cohérent. C'est Kémy Séba qui me disait. Oui, bien sûr. Nous en Afrique, ça fait un certain nombre d'années qu'on a été colonisés, et dans la décolonisation, nous avons été encore plus mis en soumission à un système par la dette, par des élites corrompues et par des modèles économiques qui nous empêchent de nous épanouir de manière souveraine et selon notre culture profonde africaine, qui marche ou pas, ça c'est pas la question. Mais lui dit, nous fonctionnerions mieux en Afrique si on pouvait garder notre manière de faire africaine, c'est-à-dire avec un aspect tribal, un aspect même s'il est panafricaniste, il comprend que
il faut gérer les pays en fonction aussi des ethnies et des tribus, mais non pas de singer, ce sont ses mots à lui, de singer le modèle européen ou américain, et surtout pas d'être évidemment soumis par l'intermédiaire d'élites africaines corrompues à des multinationales qui ne sont pas uniquement européennes, qui sont aussi bien sûr américaines et asiatiques, notamment chinoises. Et donc cette exploitation de l'Afrique, elle se fait non pas par les Blancs ou les Européens ou que sais-je, mais par ce mécanisme qui implique à la fois des Africains que des multinationales et donc de la corruption partout. Et il m'a dit, voilà, ça c'est notre vie depuis longtemps et certains d'entre nous luttons contre cela, mais vous les Européens, vous n'avez pas encore connu ça, et ce qui est en train de se mettre en place en Europe, c'est exactement la même chose, c'est la mise en esclavage des peuples européens par la dette, par la soumission, par des élites corrompues, et le même mécanisme qui est mis en place avec la corruption, avec le népotisme, qui est mis en place en Afrique, se fait en Europe. Alors lui, évidemment, comme certains d'autres en France, on va pas aller sur ce sujet parce que je n'ai pas d'idée, nomme ces élites comme faisant partie d'une ethnie très particulière. Moi, oui. C'est un petit peu plus vaste, que cette ethnie particulière existe, qu'elle fait partie de ces élites en partie, pas tous, bien sûr, mais que ce n'est pas la seule. Et donc, à mon avis, il faut voir les choses un petit peu plus haut. Après, on peut toujours appeler un chat, mais j'évite d'aller sur ce sujet parce que... Oui, on va pas citer cette fameuse communauté qu'on ne peut pas citer de toute façon sans avoir un procès. Mais oui, voilà, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est en fait cette hyperclasse qui n'a plus ni nationalité, presque ni ethnie, quoi, hein, on pourrait dire, qui s'impose à l'ensemble du monde et finalement donc autant aux pays africains et asiatiques qu'aux pays européens et qui lui font vivre à peu près la même chose. Alors, justement. Votre expérience aussi, alors? Oui, c'est mon expérience aussi. Je partage ce point de vue. Moi aussi, je crois que la fameuse communauté qu'on ne peut pas citer a un rôle, mais je ne crois pas qu'elle ait le rôle le rôle, on va dire, final, on va dire, le rôle premier. On ne peut pas dire que c'est la communauté. C'est une partie. Voilà, évidemment, oui, c'est une communauté qui participe à sa chose. Mais c'est pas toute la communauté, loin de là. C'est ça, évidemment. C'est parce qu'évidemment, cette hyperclasse n'a pas d'ethnie, n'a pas de religion, ce serait trop facile, sinon, en quelque sorte. Justement, pour se préparer à ça, vous parlez donc de survivre à l'effondrement économique. Est-ce que ça veut dire que vous remettez en cause pour l'avenir les fondements économiques de notre société, c'est-à-dire économique capitaliste, libérale, ou est-ce que tout simplement c'est autre chose c'est la fin d'un système pour être remplacé par un autre système capitaliste qui agira différemment? Est-ce que vous remettez en cause les fondements économiques de la société globalement occidentale mais mondialisée, ou est-ce que vous percevez pas votre combat comme étant celui-là? Alors, bon, d'abord, non, mon combat n'est pas celui-là, c'est-à-dire que ce que j'aime, je ne vais pas faire l'erreur du socialisme, du socialiste de base, de dire tout ce que j'aime doit être financé par l'État et tout ce que je n'aime pas doit être interdit. Non, moi je suis pour la liberté, c'est-à-dire que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils s'organisent comme ils le souhaitent, avec moins d'interférences dans l'État possible. Voilà. En revanche, je réponds aussi que souvent, lorsqu'on me parle de capitalisme, et souvent c'est pour le critiquer, je réponds souvent, et on va pas faire l'exercice aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais je réponds souvent, et c'est souvent lorsque les gens de gauche parlent du capitalisme, je leur dis, mais quelle est ta définition du capitalisme? Et souvent, leur définition du capitalisme, c'est en réalité, ce n'est pas le capitalisme du tout, ce n'est pas du tout le libre-échangisme capitaliste tel qu'on l'a pu le connaître, tel qu'il a pu être défini au XVIIe siècle et au XVIIIe et au XIXe siècle, mais au contraire, il nous parle d'une forme d'étatisme qui est corrompu par les grandes entreprises et par le pouvoir de l'argent. Et moi, je leur dis à ce moment-là, je dis, mais au fond, ce que tu critiques, c'est que des gens qui ont du pouvoir utilisent l'outil qui a une puissance gigantesque qu'est l'État pour s'enrichir, piller, oppresser les gens. Donc en fait, c'est l'outil qui est problématique. Ce n'est pas forcément que les gens soient mauvais et corrupteurs et comment dire et malins dans le sens premier du terme. Eh bien, ça montre qu'il faudrait justement avoir le moins d'État possible, parce que l'État est un outil beaucoup trop dangereux. Parce qu'il va forcément attirer des gens ambitieux et malhonnêtes et avec peu de vertu, justement.
et qui vont l'utiliser pour faire leur manigance. Et donc, si on appelle ça le capitalisme, alors on se trompe déjà, mais à ce moment-là, je veux bien qu'on élimine ce système-là, ça oui. Mais encore une fois, c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, simplement, je préfère un système où il y a le moins d'États possible, où il y a très peu de taxation, sauf d'un point de vue volontaire et pas sur des projets. Par exemple, je peux très bien imaginer une communauté, on va dire, libertarienne de citoyens armés, souverains, et qui décident qu'il faut une armée pour défendre leur pays, et il faut un certain nombre d'équipements en plus de ce que le citoyen armé peut apporter, ou qu'il faut des gens spécialisés pour s'occuper des frontières, et qu'à ce moment-là, ça va coûter une certaine somme par année, et que les citoyens décident de manière volontaire de financer cette force armée de défense, de matériel, et disent, ben voilà, nous acceptons que pendant 20 ans, nous allons donner chacun 3% de notre revenu, et ceux qui ne l'acceptent pas, ben, ils ne l'acceptent pas, et ceux qui acceptent, acceptent. Évidemment, ensuite, la morale publique, créée par l'ensemble de la société, va regarder d'un très mauvais œil ceux qui ne participent pas et leur foutre la chouma, la honte, l'opprobre, la vergogne, pour leur dire c'est pas bien parce que c'est avec notre argent qu'on te défend. De la même manière, le système social, parce qu'on nous dira mais sans État, il ne pourrait pas y avoir de sécurité sociale, comment on fait pour payer les retraites, etc. Bon, alors d'abord, il y a la responsabilité individuelle. On apprend aux gens qu'on doit mettre de côté pour ses vieux jours, par exemple. On met de côté aussi en cas de pépin de santé, etc. Et quant aux gens qui n'auraient pas pu, ou parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, ou parce qu'ils n'ont pas été capables, ou parce que s'ils font partie de la collectivité, parce qu'on les considère comme étant eh bien, il n'y a pas besoin d'un État qui s'occupe d'eux. La charité fonctionne très très bien. D'ailleurs, dans le passé, la charité, d'ailleurs, elle permet de sélectionner très vite qui est méritant de cette charité et qui ne l'est pas, parce que c'est son propre argent que l'on donne. Et surtout, il n'y a pas d'intermédiaire qui bouffe 80%, 90% des dons, qui dont en plus sont obligatoires parce que l'État va voler l'argent des gens par la taxation. Moi, je le vois dans une manière intermédiaire. Par exemple, les dons qui sont faits à Terre des Hommes, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, etc., qui sont à Genève, donc là où je réside, eh bien, je vois très bien que l'immense majorité des dons sert à des frais de fonctionnement, à payer des salaires très élevés, à acheter des belles voitures, à payer des loyers dans des immeubles somptueux. Et finalement, très très peu de cet argent finit sur le terrain aux gens qui en auraient le besoin. La charité permet d'éviter tout cela et permet aussi la concurrence entre différentes œuvres caritatives qui disent bah, moi j'ai de meilleurs résultats, donc donnez-moi de l'argent. Et donc, on met en place un système de libre concurrence aussi dans les retraites, les assurances, le truc. Mais enfin, ça, c'est une théorie économique qui n'est pas nouvelle, hein, ça date, c'est le libéralisme originel, etc. Et tout ça pour dire que donc je ne m'oppose pas forcément à ce qu'on appelle, à ceci. Simplement, le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, de toute façon, n'est pas tenable. Donc la question, c'est pas de dire est-ce que c'est capitaliste, est-ce que c'est socialiste, etc. Quelles qu'en soient les définitions, ce système ne peut pas fonctionner parce qu'il crée de la dette. Je lisais encore hier, pas plus tard qu'hier, que lors de la crise de 2008-2009, l'Espagne s'est endettée pour relancer son économie. Et donc, pour 12 euros endettés, elle a créé 1 euro de PIB supplémentaire. Donc, à ce rythme-là, c'est la faillite assurée. Et je sais que pour les États-Unis, le ratio il est de 4 pour 1. En tout cas, il l'était en 2011. Si tous les pays sont obligés de s'endetter à mort pour subventionner une population qui en partie est parasitaire, en partie est fonctionnaire et donc qui n'est pas productive, en partie est dans le besoin et certainement avec la corruption, finalement, on investit avec un retour sur investissement qui est moindre que ce qu'on investit. Autant ce serait le cas pour une entreprise privée, bah, ce sera le cas pour les États et pour le système économique, c'est la faillite garantie à 100% à l'espace de 2, 5, 10, 20 ans, peu importe, mais c'est la faillite garantie. C'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire, c'est déjà arrivé en France d'ailleurs, avec les assignats, Pierre Jovanovic en parle très bien, mais enfin plein d'autres pays ont subi la faillite également, et ça contribue à l'effondrement économique que je décris dans mes livres. C'est vrai d'ailleurs, je crois que dans les années 90, le Mexique s'était déclaré en cessation de paiement pour ses dettes et donc techniquement en état de faillite. Donc effectivement, c'est l'Argentine. Voilà. Et bientôt l'Italie, je pense. Bon, très bien. Bientôt l'Italie. Donc ça nous fait une prédiction, on verra si ça se réalise. Alors, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le survivalisme,
il faudrait commencer par quoi, en fait? Il faut commencer, bon, déjà par s'instruire, j'imagine, mais j'imagine aussi que ça ne passera pas tout de suite par l'achat d'armes, évidemment, parce que ça doit être plutôt la dernière étape dans un parcours de survivaliste. Alors tout d'abord, il faut dépenser 23 € pour acheter un. Je le conseille, je l'ai lu, je le conseille effectivement, c'est une bonne idée. Mais plaisanterie à part, tout d'abord, je dirais une chose, c'est que d'abord, c'est d'aspirer un bon coup, parce que beaucoup de gens se mettent à ce qu'on appelle le survivalisme un peu en panique, en mode panique, en disant mon Dieu, c'est vrai, c'est évident, on va manquer de pétrole, ou alors c'est le réchauffement climatique, on va tous finir grillés parce qu'il y aura 1 degré de plus, ou les océans vont monter, il y aura 20 centimètres de plus, mon Dieu, on va tous crever. Calmez-vous, respirez un bon coup. D'abord, réfléchissez par vous-même. Est-ce que les livres que vous avez lus, y compris le mien, est-ce que c'est vrai ce qui est raconté? Donc, vérifiez un petit peu les trucs. Donc, essayez d'être convaincu d'une manière qui est la vôtre. Pas parce que vous avez un gourou, parce que vous avez un mec connu, ou parce que quelqu'un parle bien. Donc, déjà, réfléchissez par vous-même. Et je pense que la réponse, de toute façon, elle viendra assez vite. Ensuite, c'est se rendre compte que survivalisme, comme tous les ismes, ça veut dire beaucoup de choses et qu'au fond, c'est une étiquette. La réalité, enfin, ma définition, c'est, je l'avais dit, mais je la répète, c'est être un citoyen et un père de famille ou une mère de famille, ou même si on n'a pas de famille, enfin, en tout cas un citoyen, un adulte responsable et donc qui prévoit l'avenir. Et donc, on s'y prépare à cet avenir. Donc là aussi, ça veut dire réfléchir. Ok, où est-ce qu'on habite? Si on habite à la campagne, on ne va pas avoir les mêmes risques que si on habite en ville, ou que si on habite dans une de ces merveilleuses banlieues françaises ou anglaises ou européennes, où l'enrichissement culturel a été absolument fantastique. Et d'ailleurs, tout le monde se bat pour pouvoir y vivre. Visiblement, d'ailleurs, on voit bien que les avocats, les juges français n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir aller vivre dans ces banlieues. Même bizarrement, on ne les voit pas encore. Mais ils viendront. Et donc, c'est se convaincre. Et puis ensuite, c'est de réfléchir. Et justement, c'est là où, modestement, je pense que dans mon livre, j'apporte une solution équilibrée. C'est-à-dire que j'explique par ces 7 éléments, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, donc l'énergie, les connaissances, la défense et le lien social, ces 7 éléments, ils doivent avancer petit à petit, en parallèle. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez commencer à dire bonjour à vos voisins et apprendre qui ils sont. Déjà, vous pouvez faire du sport pour être en meilleure santé. Déjà, vous pouvez commencer lorsque vous allez faire des courses, d'acheter à double. Simplement, vous achetez du frais pour maintenant, vous achetez vos légumes bio, vous achetez votre viande également bio, et à côté, vous achetez la même quantité, mais qui sera beaucoup moins chère, évidemment, parce que je sais pas, de conserve que vous mettez de côté. Vous pouvez imaginer, voilà, que lorsque vous avez acheté un bon pinard pour votre repas du soir, eh bien, à côté, vous achetez un pack de bouteilles d'eau que vous allez mettre dans une armoire au fond. C'est un réflexe. Ça ne veut pas dire que votre stratégie, ça va être uniquement d'avoir quelques conserves et un pack d'eau. Ça, j'explique très bien dans les livres. Mais c'est un réflexe que vous allez prendre de dire, au cas où, que se passerait-il si, par exemple, ne serait-ce que l'électricité venait à manquer pendant 24 heures, 48 heures? Est-ce que vous avez de quoi chez vous? Est-ce que vous avez une lampe torche avec des batteries? Est-ce que vous avez des bougies? Enfin, c'est un truc complètement idiot. Ça a l'air d'être simplissime, mais la plupart des gens n'ont pas ça. Et j'allais même dire, par rapport à sa défense, par exemple. Avant de commencer d'acheter un flingue, c'est de se dire d'abord, est-ce que j'ai un extincteur en cas de feu chez moi? Parce que le risque d'avoir un incendie chez soi est aujourd'hui un petit peu plus grand que la guerre civile. Alors, elle viendra, mais d'abord, est-ce que vous risquez pas de foutre le feu en cuisinant vos merguez et de foutre le feu au rideau et de cramer votre baraque? Donc, est-ce que vous avez un extincteur? Donc, c'est des petites choses qui font qu'on avance petit à petit. Dans les connaissances, pareil. Si vous êtes, je sais pas, un vendeur d'assurance, un commercial ou vous êtes, voilà, dans des services du tertiaire, est-ce que vous avez des connaissances pratiques sur comment déboucher votre plomberie, comment enfin, des choses pratiques? Est-ce que vous savez réparer votre vélo, etc. Ou est-ce que vous êtes dépendant toujours de quelqu'un d'autre? Et donc, cette logique d'apprendre et d'autonomie, elle commence par des petites choses qui vont vous apprendre à devenir moins dépendant et donc indépendant du système économique, etc. Et donc, petit à petit, vous allez y arriver. Et puis,
ensuite, en prenant confiance et aussi en faisant des erreurs et en comprenant que finalement, si vous êtes dans un petit appartement et que vous voulez être totalement autonome, pour l'eau, pour la nourriture, ça va être très difficile. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux déménager dans une zone peut-être moins dangereuse et peut-être plus apte à l'autonomie, qui serait par exemple la campagne, et puis faire du télétravail. C'est le sujet de votre deuxième livre d'ailleurs, Rue Barbare. Exactement. Voilà. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens persistaient à vouloir vivre en ville, notamment 12 millions de Parisiens, et qu'ils ne voulaient pas mourir dans Bafrog, c'est grand. Oui. Voilà, mais c'est ça, c'est pour ça que ça m'a été utile. Oui, mais très sérieusement, je pense que c'est un livre que j'ai coécrit avec le très célèbre survivaliste franco-américain Vol West, qui est plus pratico-pratique, on va dire. Quoique, moi aussi, j'habite dans une ferme et je fais beaucoup de travail, mais enfin, on a trouvé qu'on était très complémentaires. Lui est très, très pratique. Moi, j'aime bien avoir des stratégies avant d'aller dans le pratique. Et en fait, il faut les deux. Et puis, moi, vivant en Suisse, un pays ultra sécurisé, et lui étant aux États-Unis, un pays beaucoup plus sauvage, dans le bon sens du terme aussi, eh bien, c'était très complémentaire. Et ce livre a eu aussi un très grand succès. Je crois qu'on en est à 80 000 exemplaires. Donc, c'est un deuxième gros succès de vente. Et qui sortira lui aussi en anglais l'année prochaine. Ouais, peu importe. Mais voilà, donc cette approche se fait petit à petit. Et c'est d'ailleurs souvent c'est ce que mes lecteurs me disent d'avoir apprécié dans ces livres, c'est que il n'y a pas du tout d'extrémisme dans le sens panique, dans le sens putain il faut un flingue, ou alors putain il faut que j'achète une ferme de 10 hectares et que je travaille et tout en permaculture. Oui, tout ça on peut le faire, mais tranquille, petit à petit, parce que si on va trop vite, d'abord ça coûte très très cher, et puis on risque de faire des erreurs qui sont très très importantes, par exemple de choisir le mauvais endroit, ou d'y aller pas trop, d'y aller avec pas la mesure nécessaire. Et moi je crois beaucoup à la mesure, de la même manière que la tempérance, et donc nous avons cette manière d'aller doucement. Puis même, par exemple, les relations avec ses voisins ou avec elles prennent du temps. On peut pas dire à quelqu'un salut, je t'ai jamais parlé pendant 10 ans, mais j'ai décidé que maintenant je suis survivaliste, on va devenir copains. Viens copain. Allez, viens. Non. Le type va prendre pour un fou, il va dire mais attends, non. Et puis d'abord ton terrain, ton arbre, il empiète sur le mien. Il y a des conflits de voisinage qui parfois durent depuis des années. C'est très difficile de les dégoupiller juste parce qu'on a pris confiance, on a besoin de nos voisins. Et que pendant les 10 dernières années, on se faisait la gueule. Non, il va falloir travailler ça petit à petit. Et beaucoup de gens le font d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose aussi qui est... je veux dire, je le dis avec humilité, je n'ai pas inventé l'eau chaude non plus. C'est-à-dire que depuis des siècles, mais nos grands-parents, même s'ils avaient parfois mauvais caractère, ils le faisaient. Ils avaient des relations de groupe, de famille, de voisinage. Ça se passait pas toujours bien, mais ça se passait bien la plupart du temps. Et ils avaient des stocks de bouffe. Quand il y a des problèmes, ils partageaient. Ils avaient tous un petit potager. Il y a une grande tradition en Europe de ce qu'on appelle en Suisse, on les appelle les jardins familiaux, mais je crois qu'en France le terme est jardin ouvrier, notamment même dans les villes où à l'époque de l'exode rural, un grand nombre de familles qui venaient pour travailler à l'usine dans les grandes villes, eh bien, avaient appris ou acheté ou avaient été mis, l'État avait mis à disposition, la commune avait mis à disposition des terrains communaux, des terrains qui servaient à ce moment-là pour faire des petits potagers et qui, dans certaines situations, lors du siège de Paris par les Allemands en 1870, bon, on n'était pas là, ça remonte à longtemps, mais à la chute de l'Union soviétique au début des années 90, pendant cette crise économique terrible que les Russes ont subie, eh bien, ceux qui avaient une petite datcha ou qui avaient des jardins ouvriers, il y en avait en Russie, eh bien, ont pu survivre les hivers difficiles avec un extra de pommes de terre, de choux, de poireaux, qui, faute de quoi, ils seraient peut-être morts ou auraient eu des problèmes bien plus graves. Et donc tout ça, on doit le redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, et je salue dans ce sens, il y a beaucoup de mouvements écologiques qui sont, on va dire, terre à terre, qui sont réalistes, qui sont pas dans la théorie bobo fumeuse, un peu universitaire, mais qui sont dans le réel et qui, eux, disent, ben voilà, dans les villes, on va s'approprier des terrains vagues, on va mettre en place des jardins urbains. Alors parfois ça prête un peu à sourire parce que comment dire, mettre du verre sur les toits des immeubles,
c'est un petit peu marginal, mais c'est pas grave. Ça apprend aux gens la difficulté de jardiner. C'est pas très dur, mais on se rend compte que la terre est basse. C'est beaucoup plus compliqué que d'aller dans la supérette pour acheter des trucs sous barquette, ça c'est sûr. Et donc on prend conscience. Et c'est important d'ailleurs d'initier nos enfants à cela dès leur plus jeune âge, donc prendre conscience que la nourriture c'est précieux, surtout quand elle est de bonne qualité, qu'elle est importante. Et c'est pas par hasard que les gens qui sont sincèrement croyants, eh bien, remercient le créateur du repas qu'ils ont sur leur table, et indirectement, ils remercient tout le travail qui a été nécessaire pour créer cette immense richesse qu'est la bonne nourriture et à laquelle il faudrait ajouter, et nos pays, la Suisse modestement, mais surtout votre pays, la France, et d'autres, ont une richesse de terroir et de gastronomie, et avec la gastronomie qui en découle, qui sont absolument fantastiques et qui sont, populaires en plus, parce que ce n'est pas juste un truc d'élite, il n'y a pas que la table du roi qui est bonne en France, il y avait aussi la table du paysan et des ouvriers qui s'est développée parce qu'il y a un amour de la terre, il y a un amour des produits de la terre, et de la mer, et de la chasse et de la pêche. Et ça, c'est une de ces valeurs, de ces traditions que l'on a en Europe, et pas qu'en Europe, hein, j'ai pu voir cela aussi en Afrique, aussi en Asie, dans les sociétés vraiment traditionnelles, hein, on ne parle pas des migrants qui ne correspondent pas du tout à ces sociétés traditionnelles, par exemple, mais ça, c'est une richesse incroyable, et on doit la préserver. Et donc, pour moi, le survivalisme, c'est aussi la préservation du terroir, et donc il y a des comment dire, le mot me vient en anglais, overlap, mais il y a des intersections importantes entre le survivalisme, entre l'art de la table, donc ça peut aller très très loin. Et c'est cette approche que j'ai qui est aussi assez hédoniste, qui est aussi assez moi je peux être très martial comme je peux être très hédoniste. C'est ce côté paradoxal de ma nature qui m'est unique et que je transmets dans mes conférences, dans mes livres, etc., qui explique aussi une partie. L'autre partie, c'est que c'était le bon moment. Le succès de mes livres et de mes conférences et de et même des conneries que je raconte sur ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait je touche, je crois, le cœur de ce que c'est qu'être un humain et un être humain. Mais encore une fois, je dis ça avec modestie. Hein. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas un saint, mais je pense que ces éléments-là sont très importants. Ok. Donc en fait, le conseil principal, j'ai envie de dire, serait se réhumaniser. En quelque sorte, revenir un petit peu à la terre, à ce qui fait que nous sommes français, suisses, etc., et revenir à ce que nous avons été pendant très longtemps. Alors, j'aime beaucoup ce terme parce que je pense que nous devons réapprendre à être effectivement des humains et non pas des humanistes. Pour moi, c'est très très différent. Je n'aime pas les droits de l'homme, je n'aime pas l'humaniste. En revanche, j'aime les êtres humains. J'ai un petit faible pour les femmes. Hein. Enfin, j'aime les êtres humains. J'aime les communautés que les êtres humains libres et dignes créent entre eux. C'est pour ça que j'ai même parmi mes ennemis, j'ai du respect pour les guerriers, par exemple. Alors, il y a des choses sur certains, je peux rien dire parce que ce serait presque de l'apologie Oui. Mais tu vois ce que je dis? Ouais. Oui, je crois que j'ai compris, oui. Mais j'ai du respect et de l'estime pour le guerrier. Et j'ai du respect et pour l'estime pour celui qui se bat, pas que de manière guerrière, mais qui se bat de manière cohérente et digne. En revanche, par exemple, j'ai une détestation absolue et abominatoire du traître. Mm-hmm. Et de certaines caractéristiques des élites d'aujourd'hui qui sont veules, pleutres, qui manquent de courage, etc. Alors je ne suis pas moi-même parfait, il y a plein de domaines dans la vie où je sais que je manque de courage, je suis imparfait, si j'étais croyant, je dirais que je suis un pécheur. mais il n'empêche que j'essaye de me tirer vers le haut, aussi par le survivalisme et par ce que je fais, par le travail, déjà le travail quotidien que vous ne voyez pas, qui est tous les jours enlever les mauvaises herbes dans le jardin, d'essayer de trouver un meilleur système. Parfois j'ai des échecs. Récemment, je crois que c'est une fouine qui a bouffé mes poulets. J'ai perdu tous mes poulets que j'avais amoureusement élevés pendant une année. Donc voilà, gros échec, mais enfin, c'est un échec que je peux me permettre aujourd'hui parce que je peux apprendre. Le jour où c'est la crise, ces poulets, j'en ai vraiment besoin. Et donc voilà, ça fait partie du travail, d'essayer, de rater, parfois de réussir. Mes 4 enfants adorent la ferme et
et la terre, et ils connaissent la terre de leurs ancêtres, tant en Suisse qu'en Italie où j'ai mes origines, et maintenant ils détestent les fouilles. Bon, ben voilà. C'est en plus une belle manière de retisser du lien en famille, en fait. Quand on compare ça à toutes ces familles qui vont à table comme on va au purgatoire et qui sont tous le nez sur leur écran pendant tout le repas. Quelle horreur. Ça, c'est ce que j'écris. Ah, d'ailleurs, voilà, je vais vous donner une autre réponse à votre question, mais très courte. Vous me dites, qu'est-ce que peut faire une personne pour commencer? En fait, la première chose qu'il doit faire, c'est éteindre sa télé et ne plus jamais la rallumer. Par télé, par extension, c'est les écrans, le divertissement un peu débile. Je sais que c'est pas facile, je sais que je passe pour un vieux grigou, mais c'est un poison. Ah mais ça, je le comprends tout à fait. Alors, on ne reste plus beaucoup de temps. Alors, j'ai deux questions que m'ont posées les membres du Cercle Richelieu. Alors, on va essayer de voir si on peut y répondre. J'ai encore une demi-heure, s'il le faut. Ah, bon, alors, deux questions. La première, donc, on m'avait demandé si, au lieu d'essayer de sauver la France, les royalistes ne devraient-ils pas plutôt organiser un projet survivaliste communautaire dans un lieu, un village, une ville quelconque où ils se retrouveraient tous ensemble. On sait en France qu'il y a des espèces de hameaux à vendre carrément, où avec 10, 20 maisons à 300 000 euros perdus dans la montagne. On en a parlé déjà dans d'autres milieux que le milieu royaliste. Est-ce que ça devrait être ça l'objectif plutôt que, disons-le crûment, soit un renversement par l'élection, soit un renversement par d'autres moyens que l'élection? Alors, le renversement par l'élection, ça reste dans l'ordre du possible, théorique. Je pense que l'état d'enfoncement de la France, qui est un pays que j'aime beaucoup, mais il faut être réaliste, est tellement avancé que ça va être très compliqué. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait des partitions du territoire bientôt, qui peut-être est une bonne chose, dans le sens où au moins dans les parties qui seraient françaises encore, il y a moyen de reconstruire. La France a déjà été partitionnée dans le passé. Je pense à l'époque du Moyen-Âge. Hein, la France est bien plus petite que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, tant qu'il y a des Français, tant qu'il y a des Italiens, tant qu'il y a des Allemands, tant qu'il y a mais des vrais, hein, pas des papiers, eh bien l'espoir n'est pas perdu. Tant que la génétique est là, c'est pas perdu. Après, il y a une longue réflexion qu'on ne fera pas ce soir, mais je pose simplement la question, c'est qu'est-ce que c'est que la France? De quoi on parle? Et de quelle France on parle? Parce que parfois, des gens me disent, oui, je veux défendre la France, mais la République, le territoire, la population qui vit sur ce territoire, les questions sont nombreuses et franchement, moi, si j'étais français, ma réponse risque d'être très très différente. Et d'ailleurs, je l'entends dans mes lecteurs, des officiers, même des officiers supérieurs, dans l'armée, par exemple, dans l'armée de terre ou dans la marine, qu'on appelle encore la royale, je crois. Hein. Absolument, oui. Eh bien, qui me disent, mais nous, on est là pour le pognon, mais notre honneur et notre pays, il n'est plus là. Donc, le jour où on devra se battre, on ne se battra pas pour ce truc qui existe aujourd'hui, on se battra pour autre chose. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que si, par exemple, l'État français pense pouvoir compter sur l'ensemble de ses forces militaires, je pense qu'il se trompe. Il se trompe lourdement. En cas de gros pépins. Hein, pas, évidemment, s'il faut faire une OPEX quelque part en Afrique, les gens ils vont y aller parce que c'est leur job. Mais en revanche, si c'est un vrai bordel en France, je suis pas sûr que les gens ils vont y aller. Du tout. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Et alors, est-ce qu'il faudrait se regrouper, etc. Moi, je pense qu'il faut se regrouper de toute façon par affinité, parce que la vie est bien meilleure quand on est avec des gens qu'on estime, quand on est entouré de gens qu'on estime, et pas avec des gros connards, ou avec des faibles ou des mauvais. Il y a un très bon livre qui s'appelle La Voix virile, et c'est le premier d'une quadrilogie d'ailleurs, et j'écris la préface de ce premier livre et du troisième tome dans leur version française. La Voix virile et Un ciel sans aigle, et puis le dernier qui vient de sortir, c'est Devenir un barbare, de l'auteur américain Jack Donovan, où on nous montre que voilà, être un homme, être bien, c'est être valorisé par ses pairs, qui pour un homme, en tout cas, sont des hommes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand une fille gauchiste me dit t'es un facho, mais c'est comme si une fourmi me parlait. Je veux dire, ça n'a aucun impact. En revanche, quand quelqu'un que j'estime me dit je pense que tu fais des erreurs,
Là, je lui dis, ah, alors là, je vais l'écouter. Je lui ai demandé, mais alors, où, comment? Parce que ce qui compte dans cette virilité qui est fondamentale et que nous devons tous retrouver et amplifier, ce n'est pas être un macho abruti, non, c'est être, avoir force, honneur, courage et maîtrise, qui sont les 4 éléments qui font qu'un homme est respecté par ses pairs. Et puis là-dessus, nous devons apprendre, et c'est ce qu'explique ce livre, Devenir un barbare, c'est qu'au fond, nous devons nous barbariser dans le sens pas dans le sens où la civilisation nous a amené des progrès inutiles, mais dans le sens où, fondamentalement, ce qui compte, c'est notre tribu, c'est avec qui on est. Et donc, dans la tribu royaliste, qui peut aller de quelques centaines à quelques milliers, à quelques centaines de milliers de personnes, quelques millions demain de personnes, qui sait, eh bien, elle peut commencer par des petits groupes. Parce qu'à la fin, la vie, de toute façon, la réalité, c'est qu'on la vit avec nos familles, avec des gens autour, avec... alors, je sais qu'il y a peut-être le vieux oncle, limite un peu pédophile, bien supporté au dîner de Noël, mais enfin, la famille, c'est quand même important. Et donc, cette famille, nous pouvons la recréer avec nos amis, et c'est ce que dit Jack Novin, il faut réinventer le monde. Et c'est là où, justement, au lieu de vous... Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pu discuter dans des milieux royalistes, mais comme dans d'autres milieux aussi, plutôt que de se prendre la tête en disant comment prendre le pouvoir, d'abord, pourquoi pas créer un mini-royaume en petits groupes et recréer en fait un monde parallèle, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que la France aujourd'hui? Elle sera ce que vous allez en faire, non pas parce que vous allez prendre le pouvoir sur des institutions qui vont peut-être plus exister, ou sur un territoire qui de toute façon ne sera peut-être pas contrôlable, et la reconquête prendra peut-être des siècles. Les Espagnols ont récupéré... le royaume d'Espagne a récupéré son territoire au bout de 7 siècles, surtout 3 siècles, mais après c'était des miettes. Mais le gros bout, il s'est fait sur 3 siècles. Surtout un siècle de guerre très très dure. Le Xe siècle, d'ailleurs, les Francs, Charlemagne y a participé, etc. Et donc, oui, c'est vrai qu'ils sont arrivés jusqu'à Toulouse, jusqu'à Tours. Ils sont même arrivés jusqu'à Poitiers. Il a fallu un moment pour libérer son pays. C'est ça, oui. C'est pas toujours comme en 1944 où ça se fait en 3 mois. Donc parfois c'est long. Et il y aura des épurations, il y aura des trucs qui vont être lourds, même dans ce cadre-là. Donc oui, pourquoi pas mettre en place ce système. Ensuite, c'est là où j'ai des compétences et d'autres aussi, c'est que la mise en place d'un village, la mise en place de quelque chose, c'est un travail extrêmement compliqué. D'ailleurs, nous pouvons prendre exemple sur des gens qui sont parfois de l'autre échiquier, de l'autre bord de l'échiquier, on va dire politique, mais humainement, parfois des bonnes idées qui sont par exemple les zadistes. Alors, là, c'est ce que j'allais dire, oui. Beaucoup de gens vont hurler en disant non, c'est des pieds, ils sentent mauvais, etc. D'abord, c'est pas forcément vrai pour tous. Ensuite, schistes, parfois certains sont très radicaux. Sur certains aspects de hiérarchie, je pense qu'ils seraient plus proches du royalisme que de l'étatisme, si on veut. Alors je pense pas qu'il y a des grands groupes comme ça. Mais enfin, quand on voit comment ils fonctionnent, on voit qu'il y a des leaders naturels. Et dans l'anthropologie, c'est le leader naturel qui a tendance à devenir le chef, le jour où ça barde. Donc par extension, on pourrait parler de roi, mais enfin, c'est pas la même chose, on est d'accord. En France, vous avez une tradition de roi royaliste qui est c'est pas la même chose que le roi de Perse, c'est pas que le Shah d'Iran. Vous voyez, c'est évidemment, oui. Particulière en France. Ça, je vous l'accorde. Il y a une approche très chrétienne en plus qui est très particulière à la France. Voilà, le roi de France, c'est pas le roi de Suède, c'est autre chose. Ou le tsar ressemble. C'est vrai. L'empereur du Japon ressemble. C'est un exemple que je donnais souvent. Effectivement, le tsar ressemble. D'ailleurs, ce que vous dites sur le fait de créer notre royaume entre nous, c'est une chose que je dis souvent en donnant l'exemple du Sinn Féin en Irlande et de sa révolte contre la domination anglaise. C'est-à-dire bien sûr, il y a eu cette opposition aux forces britanniques, mais il y a d'abord eu le fait de recréer leurs propres institutions, de créer leur propre société, leur propre parlement entre eux et finalement d'évacuer la question de l'Angleterre. L'Angleterre est un occupant, mais on s'en occupe plus. Effectivement, le gouvernement provisoire et l'armée provisoire. Absolument. Et ça, c'est pas des choses qui sont, à mon avis, ce sont pas des concepts. Là, alors la DGIC qui vient d'entrer en alerte vis-à-vis de la France, mais je m'en fous, j'habite en Suisse.
mais en fait, c'est tout à fait vrai. Je pense que les mouvements qui sont courroucés par l'évolution des choses devraient réfléchir à faire des armées provisoires qui s'appelleront associations pour la sauvegarde des poissons rouges. Peu importe. Il faut donner un nom totalement anodin et puis bien sûr pas parler d'armes, pas parler mais l'organisation doit se mettre en place. Parce qu'un jour ou l'autre, cette organisation, elle peut être amenée à devoir exister réellement de manière concrète et pratique. Mais ça sera le sujet d'un de mes prochains livres d'ailleurs. Enfin bon, voilà, autant que l'idée fasse son chemin. De la même manière que dans certaines organisations, il y a l'idée j'aime bien ce concept qu'a lancé un Français, qui je trouve rigolote. Alors je ne sais pas si ça a donné lieu à une organisation qui se met en place, mais c'est le concept par exemple de blanche-maçonnerie. Ah oui, effectivement. De dire, mais organisons aussi des sociétés entre guillemets secrètes, comme ce fut le cas comme la franc-maçonnerie a été dans mon pays d'origine, l'Italie, un des échafauds, des infrastructures sous-jacentes à ce qui est au mouvement d'unité du pays, qu'on peut critiquer d'ailleurs si on est un historien féru, et certainement voilà, la monarchie italienne, c'est vraiment la pire monarchie du monde. Enfin, c'était les Carbonari. C'était les Carbonari, je crois. On les appelait les Carbonari. Exactement, les Carbonari, dont Mazzini a été l'un des chefs de mouvance, et Cavour, ont fait le lit de ce qui allait être le mouvement patriotique qui a créé ce mouvement qui a été l'unité italienne, qui aujourd'hui on le sait, en partie a été une escroquerie, en partie a volé les élections, et en partie a eu un roi que je trouve très rigolo. L'anecdote, vous avez quand même le roi Victor Emmanuel II de Savoie, puisque à l'origine en fait c'est la maison de Savoie, oui. La maison de Savoie a vendu sa terre originelle qui est la Savoie à la France. À la France en échange de l'aide de la France pour conquérir des terres beaucoup plus riches que sont la Lombardie, etc., etc. Donc on voit bien quand même une sorte un truc bizarre. Enfin, moi je pense que quelqu'un qui vend la terre de ses ancêtres, c'est très bizarre. Et donc le roi Vittorio Emanuele II di Savoia devient non pas Vittorio Emanuele Ier roi d'Italie, non, il garde son titre, Vittorio Emanuele II roi parce qu'il vous effrayé de... Enfin bref, c'est une anecdote rigolote quand on y réfléchit sur l'état d'esprit du type qui probablement n'était pas de lignée royale de toute façon. Mais bon, ça c'est une longue histoire entre nous en Italie. Ah mais je peux le comprendre étant donné que mon patronyme, bon alors évidemment je ne vais pas donner mon véritable patronyme, mais mon patronyme est hautement italien et toute ma famille vient d'Italie aussi, donc c'est de longs débats généralement sur le sujet. J'ajoute une chose, c'est que lorsqu'on regarde la génétique des peuples européens, d'ailleurs, on se rend compte qu'avec le temps, en réalité, la grande majorité d'entre nous sommes des descendants de nobles. Oui, c'est vrai, il y a même une légende, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, qui dirait qu'un cinquième de la population française a du sang de Charlemagne dans les veines. C'est bien possible, parce que sachant qu'à l'époque où on n'était pas des fragiles efféminés, eh bien, les nobles qui étaient encore moins fragiles et efféminés que les autres, eh bien, avaient tendance à se reproduire vastement plus. Et ça, c'est des faits anthropologiques et historiques qui sont prouvés aujourd'hui par la génétique et qui montrent qu'effectivement, les classes guerrières du Moyen-Âge, et même du Haut Moyen-Âge, où je me trompe parce que c'est le bas Moyen-Âge, enfin le début du Moyen-Âge, donc à la fin de l'Empire romain, en fait, se sont mélangés avec les grandes familles patriciennes du monde romain, pour pouvoir consolider leur pouvoir, et ce, de l'Angleterre à l'Espagne, même jusqu'à l'Afrique du Nord, et on fait le plus d'enfants, qui eux-mêmes ont fait le plus d'enfants, qui eux-mêmes ont fait le plus d'enfants, et aujourd'hui, 1500 ans plus tard, en fait, on est tous avec du sang noble. Et donc, nous pouvons légitimement demander à ce que le meilleur d'entre nous, je vais vraiment dans votre sens, parce que oui, je vois ça, que le meilleur d'entre nous soit digne d'être roi. Ah, c'est intéressant. Je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Je sais plus si. Alors, je sais que c'est encore une fois, c'est peut-être pas la conception de la royauté française, mais je sais plus le terme latin. C'est le meilleur. Non, j'allais dire un truc en espagnol. Je vais dire el mejor. Non, le meilleur inter patres. C'est comment on dit en. Oui, je crois que je vois ce que vous voulez dire. Le premier parmi les pères.
C'est le princeps, en fait. C'est le premier. Voilà, c'est le premier citoyen. Le premier, c'est le titre d'Auguste, le premier titre d'Auguste. Et les aristos, les aristocrates, en fait, la noblesse, mais le terme aristos est mieux. Et quoi, ce sont les meilleurs. C'est pour ça que, bon, ça c'est, là en revanche, je vais faire un truc qui va pas dans votre sens. C'est que je présente un roi comme étant, voilà, monsieur Louis, je sais pas où vous en êtes, 25, peu importe, ou Charles, 12, 14, 25, je sais pas. J'ai un peu d'inculture sur ce qui s'est passé depuis la fin de Charles X, ou de Louis-Philippe. Bref, si on présente quelqu'un et que c'est un minable, j'en ai rien à foutre de son pédigré. Il a intérêt à montrer que c'est un warrior et que c'est un mec qui est digne et qu'il a des valeurs morales puissantes et qu'il est capable de mener l'armée provisionnelle, l'association pour l'amitié avec les Poissons Rouges, qu'il est capable de la mener au combat pour atteindre les objectifs du peuple. Mais il y a un courant royaliste. Il y a un courant royaliste sur ça s'appelle le providentialisme. Ce sont ceux qui pensent que Dieu pourvoira au trône en mettant le meilleur possible, en faisant fi de son sang et de sa lignée. Et effectivement, c'est ce que j'appelle le facteur John Connor. Terminator, oui, effectivement. C'est peut-être moins sophistiqué que le mouvement providentialiste. Oui, effectivement, on pourrait aussi dire, en allant plus loin, que John Connor est devenu leader parce que on a renvoyé un Terminator dans le passé qu'il a en quelque sorte désigné. C'est l'autoprophétie, vous savez, la prophétie autoréalisatrice. Mais l'aspect christique, on va pas faire une analyse critique, une exégèse de Terminator. On va dire l'évangile selon Terminator, selon Terminator. Non, mais à part ça, il y a un aspect christique important pour un chrétien, mais pour même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne se considère pas. Moi, je suis chrétien culturel, évidemment. Je suis catholique culturellement, mais voilà, je n'ai pas de croyance ni de foi. En revanche, je crois qu'on a un besoin très important de transcendance et de spiritualité qui, et ça c'est une force du catholicisme et de la chrétienté en général, qu'il n'y a pas par exemple dans des pensées que j'aime beaucoup, qui sont par exemple les pensées plus orientales, comme le bouddhisme ou le confucianisme ou le shintoïsme, que j'aime vraiment bien, mais qui manquent de transcendance parce qu'il n'y a pas une incarnation chez un humain providentiel ou même chez tout un chacun, potentiellement, d'un esprit qui est plus grand que nous, qu'on va appeler divin si on est croyant. Et cette incarnation d'un esprit plus grand que nous, qu'on nous apprend dans le catéchisme, qui peut être dans chacun d'entre nous. Moi, je me souviens de mes cours où on nous dit, voilà, le Christ est en toi, que tu le veuilles ou non. Ok, je suis pour. Donne-moi cette force par la croyance ou parce que c'est vrai, peu importe, en fonction de ce que l'on croit, de nous donner cette force de mener cette association des amis des Poissons Rouges à son objectif, mais aussi au quotidien, parce qu'on sait que le plus dur travail, c'est au quotidien, parce que c'est toujours bien joli de faire des plans de campagne, ça c'est le problème beaucoup des nationalistes, de tout ce qu'on veut, c'est de faire des immenses plans de bataille tout seul dans son coin sur Internet ou autre, alors qu'en réalité, il faut d'abord ranger sa chambre, aller gagner sa vie, trouver une épouse belle, fiable et une bonne mère, avoir des enfants, se préparer, amener du pain sur la table tous les jours. Et oui, après, peut-être qu'on changera le monde. Et la réponse, c'est sûrement qu'on le fera. Mais avant de se lancer tête baissée dans la politique, dans les machins, ce qui est un mal un peu européen, très français, je trouve. C'est vrai. Mais avant, ok, range ta chambre. Oui. Je veux dire. Je vois. Alors, une dernière question qui fait référence à une de mes précédentes vidéos. En fait, on vous demande si la guerre civile était possible. Est-ce qu'elle toucherait certains pays uniquement? Je sais que la guerre civile, c'est le grand truc sur Internet. Si on veut faire une vidéo, on met guerre civile et ça marche. Si la guerre civile devait avoir lieu, est-ce qu'elle toucherait uniquement la France ou une grande partie des pays européens, ou même en même temps une grande partie des pays dans le monde? Et est-ce que même cette guerre civile est possible dans des pays européens qui largement sont désarmés? Alors, tout d'abord, disons une chose, c'est que le terme de guerre civile était imprononçable il y a encore 2 ans. Il était pensable, mais imprononçable.
il y a 10 ans, il était impensable. Aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance justement, il y a 2 ans, d'avoir conversé avec Éric Zemmour, parce que je disais, dans votre livre, c'était quoi le suicide? Le suicide français, oui. Qui est plus, et d'ailleurs il était d'accord avec ma remarque, mais c'est plus un assassinat qu'un suicide. Enfin, quand même. Il y a un peu des deux, mais c'est quand même plus un assassinat qu'un suicide. Il me disait oui, je suis d'accord. Et je dis, ce que vous dites pas dans ce livre, c'est que l'inévitable conclusion de votre livre, c'est que la France, et je vais y répondre à la suite de votre question, et pas que la France, va vers une sorte de guerre civile. Et lui dit oui, c'est vrai. Et j'étais ravi de voir, et je l'ai rencontré il y a un mois, en lisant le dernier livre qui est Un destin français, qui est un beau livre. Je pense que Éric Zemmour est vraiment un amoureux de son pays, de la France. C'est un vrai Français. Moi, je ne crois pas du tout qu'il fait partie d'un complot. Ce n'est pas un national-sioniste, on va dire, si on doit utiliser ce mot-là. Ça, c'est franchement... Alors, ça puisse exister, peut-être, mais là, je pense qu'en l'occurrence, Éric Zemmour... Non, c'est à côté de la plaque de dire ça. C'est pas... Tout le monde peut se tromper. Enfin bon, et là, il lâche le mot, la guerre civile. Et mon ami Laurent Berton dit la même chose. Depuis longtemps, vous savez que Guérilla est inspiré de Rue Barba. Mm-hmm. Il a lu Rue Barba, il m'a dit, voilà, c'est ce qui l'a inspiré à écrire Guérilla. Et, enfin, pas que, évidemment, c'est quelqu'un de très, très intelligent, il n'a pas besoin de moi, mais ça lui a donné la petite étincelle de départ. Et lui aussi, il lâche le mot. Et de plus en plus, on lâche le mot. Alors aujourd'hui, ce qui est impensable, je ne vous le dirai pas, mais c'est déjà pensable dans certains cercles. Et donc dans 2 ou 3 ans, ce qui est impensable aujourd'hui va commencer à être dissible, va commencer à être dit. Et là, c'est des trucs beaucoup plus sérieux qu'une guerre civile. Premier point. Deuxième point, le terme de guerre civile est inexact en réalité, parce qu'une guerre civile, c'est un peuple qui se bat une faction contre l'autre. C'est le cas de la guerre civile américaine, où tout d'un coup on a une partie qui ne veut pas qu'un État centralisateur lui dicte comment vivre, alors qu'une autre partie a intérêt à affaiblir cette partie qui fait sécession parce que ils ont un avantage industriel, etc. La guerre civile existe dans un pays homogène où on se bat. Il y a eu des guerres civiles au Japon, il y a eu des guerres civiles en 1943 en Italie. On peut même dire que la libération en 1944, c'est une petite guerre civile en France, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas une guerre civile. Moi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Il y aura des éléments de guerre civile dans ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui sont français depuis 50 générations, simplement qui vont choisir des camps différents. Ça, c'est possible. Et celui qui va ramasser les gauchistes, il va être mal, il va pas. Qu'est-ce qu'il va en foutre de ces. Enfin, il va leur faire la cuisine, voire il va juste les abattre directement. Parce que franchement, ils servent à rien. C'est plus un poids qu'autre chose. Mais je pense que on peut appeler ça une guerre de libération ou une guerre de reconquête. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut pas. Mais on sent que c'est chaud là, on sent que les esprits s'y préparent. Et que certains pourront en tirer profit ne veut pas dire qu'ils la poussent. C'est encore un très vaste sujet. Mais ça peut aussi dire que c'est possible. Hein, c'est un vaste sujet. Troisièmement, ça c'était le premier point. Deuxième point, voilà. Troisièmement, c'est pas vous ni moi qui allons décider si ça arrive ou pas. Et donc on doit s'y préparer. Et qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait un effondrement juste économique ou que l'effondrement économique amène aussi un conflit. D'ailleurs, le terme qui me paraît le plus juste, juste parce que j'ai oublié de le dire, c'est un terme qui a été repris par un historien suisse qui mentionne ce phénomène de guerre civile en réalité comme une guerre moléculaire globale. Et globale, j'y arriverai. Donc, être prêt, avoir de la bouffe, avoir des armes, savoir les utiliser, etc., c'est mieux que de ne pas en avoir. Et effectivement, des populations désarmées en 1940, des populations désarmées face à une armée ennemie, elles ne peuvent que se soumettre, fuir, se cacher et mal vivre. Alors, je prends souvent l'exemple
des patriotes, enfin des résistants juifs du ghetto de Varsovie ou des forêts de Biélorussie, qui ont bien vite remarqué que finalement ils étaient pas. Alors, je vais pas rentrer sur des discussions historiques précises, mais ils ont bien vu qu'en fait on n'allait pas quand même bien les traiter, quand même. C'était pas exactement le Club Med. Et que donc, ils se sont dit, plutôt que de se prendre une balle dans la nuque, ce qui était surtout le cas dans l'Europe, dans l'Union soviétique occupée, il y a eu quand même vraiment des centaines de milliers de morts abattus dans les villes. Ça, c'est indéniable, indiscutable. Ceux qui sont intéressés à regarder un truc qui s'appelle le projet Reinhardt, ou le Generalplan Ost, le plan de gestion de l'Europe de l'Est par le gouvernement allemand. C'est juste abominable de planification et de cruauté. Il n'y a même pas besoin de parler d'autre chose. Rien que ça, c'est ultra violent. Eh bien, ils se sont dit, merde quoi, non, on ne va pas mourir à l'abattoir, on prend des armes, on y va au couteau s'il le faut, on prend des armes des soldats qu'on arrive à capturer, et on fracasse, et on se défend, et on essaie de survivre. Ça, c'est respectable. Ça, ils ont mon honneur. Et d'ailleurs, j'ai des amis en Israël qui me disent, tu vois, les gens qui sont morts dans les camps, on ne les respecte pas. Donc ça, c'est les Israéliens qui disent ça. Parce qu'ils disent qu'ils auraient dû se battre. Et nous, en Israël, on se bat. Alors, on aime, on n'aime pas, on pense ce qu'on veut, etc. Mais cette attitude mentale de dire, moi, je ne me laisse pas faire, je ne me soumets pas. D'ailleurs, je crois que c'est le motto de l'armée française. Je veux dire, ne pas subir. Ou est-ce de l'infanterie, mais peu importe. Nous, en Suisse, le nôtre par anecdote, l'infanterie suisse a un slogan qui est toujours tricher, toujours gagner. Ah oui, je dois avouer, je connaissais pas ça. Ouais, parce qu'on doit gagner, et ça c'est alors vos amis royalistes qui ont un esprit chevaleresque ne vont pas aimer, mais c'est comme ça. L'important c'est de gagner, même s'il faut tricher, même s'il faut être un sale enculé de sa race de fils de pute, comme on dit dans les banlieues, il faut gagner. D'ailleurs, les combattants musulmans, les combattants arabes à l'origine, ils ont ce concept de taqiyya, de mensonge, de subterfuge. Les soviétiques ont développé cet art de pas la perestroïka, le mot m'échappe tout d'un coup, la mastriovska, ce qui veut dire qu'on va, la dissimulation, la guerre secrète pour faire croire à l'ennemi qu'on fait quelque chose, mais en fait on fera autre chose. Tout ça, on doit le réapprendre, on doit être beaucoup plus malin. On ne doit pas mourir comme des cons face aux archers anglais comme à Azincourt ou à Crécy. Ça, c'est pas bon. C'est sympa après 500 ans dans le livre d'histoire parce qu'on se dit, ah ouais, non, c'est courageux. Oui, mais c'est con. Donc, le courage, c'est de survivre. Et ça, c'est un truc très compliqué parfois à faire comprendre à des gens. Et parfois, alors, pas se soumettre. Oui, mentir. Oui, se cacher, infiltrer l'ennemi, espionner. Oui. Il y a plein de choses dans l'art de la guerre qu'on peut apprendre. Les Chinois sont très bons là-dedans. Mais on va mettre en place une résilience aussi en cas de ces guerres. Et ensuite, pour terminer pour cette question, est-ce que cette guerre elle va être que en France et tout le monde va regarder en rigolant ou pas? Alors moi je crois pas. Je crois que les guerres, en périphérie, elles ont déjà eu lieu. Il y a eu la Libye, il y a la Syrie, qui sont les équivalents de la guerre d'Espagne de notre époque, où les grandes puissances ont essayé de se battre par proxy, à distance. Il pourrait y en avoir d'autres. On pourrait très bien imaginer une déstabilisation de l'Algérie. Ce serait une catastrophe pour l'Europe, parce que ça voudrait dire des millions de gens très proches qui viennent. Et là, ce serait encore plus difficile de les refuser que pour des Africains du Niger. Il pourrait y avoir l'explosion de l'Égypte. Et ça, ce serait aussi une catastrophe, parce que c'est 100 millions d'habitants. Cette année, ils viennent de passer la barre de 100 millions d'habitants sur un bout de terre qui est grand comme l'île de France. C'est un truc gigantesque, hein, c'est hallucinant. Et puis, il y a les crises économiques lourdes qui sont en train d'arriver en Italie, bientôt en Grèce à nouveau, en Espagne, qui amèneront, à mon avis, connaissant mes amis italiens, à des conflits d'expulsion par la violence de tous les indésirables de la péninsule italienne. Et les indésirables ne se laissant pas expulser facilement, ça va donner lieu à des conflits. De toute façon, on rentre dans ce mécanisme où toutes les crises s'amplifient les unes les autres. Donc, une éventuelle crise, par exemple en France, si elle n'y avait que celle-là, d'abord, il y aurait des interventions très rapides des armées européennes, de l'OTAN, des États-Unis, pour essayer de séparer les combattants.
Donc ça, c'est ce qui manque dans le roman de Laurent Berton Guérilla. C'est probablement ce qui se passe le jour suivant de la fin du livre. C'est qu'immédiatement, il y aurait l'intervention très rapide des forces de réaction rapides qui sont formées pour ça, de l'OTAN notamment. Il y a plusieurs brigades, puis des forces armées en Allemagne, etc. Et en Angleterre et des États-Unis. Mais il y a aussi l'élément d'effet d'onde de choc. C'est-à-dire que la France, même si on a désindustrialisé à mort le pays, même si on a fonctionnariser le pays à mort, ça reste une des 10 économies les plus grandes du monde. La France s'effondre parce que immédiatement une guerre qui, alors ça se fait pas en 3 jours, c'est une guerre civile, ça se met en place sur des années. Mais à un moment où on passe à une vitesse vraiment de tir dans la rue et où ça ressemble à Beyrouth dans les années 70, c'est ce qui est en train de ce qui va se passer probablement. C'est plutôt ce scénario-là qu'il faut voir. Eh bien, là, c'est un élément important de l'économie mondiale qui s'effondre. Et là, l'onde de choc financière et donc économique et donc avec Alors, est-ce que ce sera la France le premier pays qui part en couille de ce sens-là, si tu me pardonnes l'expression? Moi, j'ai l'intuition que ça pourrait venir des États-Unis en réalité. Et que la France et l'Angleterre sont en revanche les 2 gros pays à risque en Europe, suivis par des pays moins grands comme la Belgique, mais aussi le roi de Belgique a lu mon livre. Hein. Je ne sais pas s'il a tout lu, je ne sais pas s'il a pas commenté en tout cas, mais je sais qu'il l'a lu. En tout cas, il l'a eu entre ses mains et là, en tout cas, l'a ouvert. Intéressant. Par parenthèse. L'Allemagne a des gros risques de guerre civile, comme l'Italie, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui dans un, alors par exemple, étonnamment, pas en Pologne, pas en Hongrie, pas en Slovaquie, c'est étonnant. Voilà, donc c'est sûr que les ondes de choc vont être très très grandes. Alors certains ont pris les devants et vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de Français, pour plein de raisons, quittent la France. Et malheureusement, ce sont souvent des gens qui sont très bien éduqués, qui ont un potentiel économique important, etc. Peut-être reviendront-ils un jour, ou peut-être reviendront-ils avec une force d'expédition armée par d'autres nations pour aider à reconquérir le pays. Dans mes rêves, dans mes visions, qui seront portées dans des romans, parce que il y a des choses que je peux pas dire dans un essai, mais que je peux dire dans des romans. J'imagine très très bien l'armée libre de la France libre, équipée par les Russes, revenir conquérir, libérer la France avec des chars et des divisions blindées d'ici une trentaine d'années. Alors, ça allait presque être une question, parce que justement, en lisant Rue Barbare, donc, il faut le dire, à la fin globalement de chaque chapitre, section, vous avez une petite partie de fiction à chaque fois, donc vous avez écrit vous-même, et j'allais vous dire, quand est-ce que ce serait un roman, quand est-ce qu'on va voir sortir un roman sur tout ça, parce que franchement, vous nous parlez souvent de survivalisme, donc on voudrait un petit peu avoir une projection artistique de ce que pourrait être, une espèce de dessin de ce que pourrait être la rupture de normalité, quoi. Oui, j'ai ce projet, d'autant que, parce qu'en fait, j'ai annoncé que à fin 2022, que l'effondrement ait déjà eu lieu. Alors pour moi, il commence. Moi, je le vois gros comme une maison depuis déjà 5-6 ans. Mais enfin, j'ai dit, si ça ne passe pas à la phase où ça devient les feux d'artifice, la fête du slip, tout, d'ici fin 2022, je me retire du public, c'est-à-dire j'arrêterai de commenter, j'arrêterai de faire des vidéos, j'arrêterai de faire des posts Facebook, etc. Je laisserai cela à d'autres personnes parce que finalement, je m'étais donné comme pronostic, voilà, 2022, la phase paroxystique du mécanisme, du phénomène, mais qui est une estimation, hein, je mets pas ma main coupée. Mais je vais dire par humilité, à ce moment-là, je vais m'arrêter de faire des choses. La promotion, enfin si on veut, c'est pas le bon terme, enfin de l'animation, je sais pas comment on veut dire, mais en tout cas du prosélytisme par rapport à cette prise de conscience, je laisserai ça à d'autres. En revanche, je me pencherai sur le fait d'écrire des romans. J'en ai 2 ou 3 en cours d'ébauche. Certains seront liés au futur, d'autres seront des histoires qui se passeront dans le passé, d'autres seront des compilations de nouvelles que j'ai déjà écrites, qui sont plutôt des uchronies, qui imaginent le monde comme il aurait pu être si on n'avait pas fait certaines conneries, ou si on avait fait des conneries encore plus grosses. Et donc, où j'imagine un monde, par exemple, un monde qui serait entièrement musulman, ce truc extraordinaire à
entièrement africain, ou un monde entièrement chinois. Là, il y a des histoires extraordinaires à raconter sous forme de romans, ou avec l'humour, qui j'espère est le mien, et avec un petit côté provoque, j'arriverai à faire passer des messages peut-être plus efficacement, et sans le sérieux qu'implique un essai, et puis la documentation. Parfois, c'est aussi mon côté un peu paresseux, c'est que là j'écris un livre par exemple sur la peur, sur la gestion de la peur, etc. Et il m'arrive de devoir lire des bouquins de 500 pages de psychologie évolutive, d'ailleurs fort intéressant, ou des livres sur la neurologie, enfin des trucs qui vont très très loin. Je me tape 500 pages et ensuite j'en ressors une phrase et une note de bas de page. Donc c'est un temps fou d'écrire des essais, quand on est sérieux évidemment. Je suis pas Bernard-Henri Lévy qui écrit ou Attali qui écrit un livre par année, écrit par des personnes de couleur, on dit. On a le droit encore de dire nègre dans la littérature. Oh. Je ne sais pas si en France on vous l'autoriserait. Honnêtement, vous êtes en Suisse, qui est une terre encore un peu libre, donc. Voilà, je n'ai pas de nègre qui écrit mes livres, mais voilà. En revanche, il y a un très bon auteur. Le nom de son livre, il a écrit un roman qui se passe pendant un effondrement, et je l'ai trouvé très très bien, qui s'appelle Franck Poupart, et le titre m'échappe. Et il est excellent. Ok. Donc Franck Poupart, un livre sur l'effondrement. Ouais, je vais donner le titre, ça vient tout de suite. Il y en avait aussi un autre qui s'appelle La Vicilisation. C'est un roman assez sympa. Franck Poupart, ouais. Alors il a écrit plusieurs romans. Ça s'appelle Demain les barbares. Chronique du grand effondrement. Excellent livre. Excellent livre. C'est le meilleur que j'ai lu pour l'instant, qui se passe en France évidemment. Donc très bon livre à lire, mais voilà, il y en a d'autres. Guérilla d'Oberton, pour ceux qui ne l'auraient pas, pour les rares personnes qui ne l'auraient pas lu, il vaut la peine. Il y en a 2 ou 3 qui commencent à sortir, qui sont en plus écrits avec talent, et sans le côté naïf et gentillet. En ce moment, j'ai lu aussi beaucoup de livres d'écologistes, parce que j'ai une culture et une lecture dans l'écologie, et il commence à y avoir une mouvance qui comprend ce qui va se passer, mais qui ne le dit pas. C'est-à-dire, il dit, voilà, ça va se viander, ça va être dur, mais en s'y mettant tous ensemble, on va pouvoir reconstruire un monde meilleur. Et je suis pour, sauf qu'il n'a pas décrit ce qui va se passer. Parce que le c'est dur, c'est un quasi-mensonge aux gens, parce que les gens, ils doivent être choqués. Je veux dire, moi, j'ai la chance de pas le vivre, mais je suis arrivé juste après. Du Rwanda, de la Sierra Leone, du Libéria. J'ai vu, en revanche, le coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors, ça a été chaud, pendant quelques semaines. J'ai vu ce que c'est. Je suis allé dans ces pays. J'ai été en Syrie avant que ça explose. Et puis, quand on s'intéresse aux militaires et qu'on s'intéresse aux militaires contemporains et qu'on étudie ce qui s'est passé pendant la guerre de Yougoslavie, pendant justement Rwanda, mais aussi aujourd'hui ce qui se passe dans les zones urbaines et rurales d'Afrique du Sud. Je veux dire, quand on vous apprend que les gamins sont bouillis vifs dans des baignoires dans de l'eau chaude, pour le plaisir de les torturer, et ça c'est ce qu'on fait aux enfants en Afrique du Sud aujourd'hui, aux enfants blancs, des fermiers blancs, eh bien, on peut pas juste dire ça va être dur. On doit dire aux gens, tu apprends à utiliser un putain de fusil d'assaut, et toi, ta femme et tes gosses et tes voisins, vous êtes armés jusqu'aux dents, vous êtes pacifiques, mais pas non violents, bordel. Vous apprenez ce que ça veut dire, vous allez vous former avec des professionnels, etc. Vous créez plein de petites associations d'amour pour les poissons rouges, et vous vous préparez à former des unités actives, de combat s'il le faut. Parce que le jour où ça pète, c'est fini, il n'y a plus d'armurerie, il n'y a plus de permis d'achat non plus, mais il n'y a plus de fourniture. Et là, comment on fait ? Et là, c'est trop tard. Donc, ça va être très très compliqué. Et ça, oui, c'est bien potager en permaculture. J'abonde dans ce sens, le lien social, l'échange, les monnaies alternatives, tout ça. Oui, j'abonde dans ce sens. Mais si on oublie un des 7 éléments, on est déséquilibré. Et si on oublie la défense, là, on va finir au mieux esclaves. Où on voit comment les femmes ont fini en Syrie sur les marchés à esclaves, ou même comment les Noirs finissent aujourd'hui en Libye à 1h30 d'avion de Paris. Alors on nous disait ça pendant la guerre de Yougoslavie. À 1 heure d'avion de Paris, il y a la guerre, il faut faire quelque chose, c'est terrible. À 1h30 d'avion de Paris, il y a l'esclavage. Il y a le marché aux esclaves de Tripoli où on peut acheter un black
pour 150 $. Alors, mesdames, Ce sera le mot de la fin. Du coup, après, je crois donc, oui, 1h20, 1h20 d'enregistrement. Donc, c'était extrêmement intéressant, évidemment. Alors moi, j'ai hâte de lire les livres qui vont venir après, mais effectivement, j'avoue que le mot de la fin était un peu plus dur, mais il faut rappeler que ça va pas être. Effectivement, il ne s'agit pas simplement de dire que ça va être dur, il s'agit de dire que ça va être une apocalypse. Ça va être le crépuscule des dieux. alors, là où d'ailleurs, même Zemmour, il connaît pas suffisamment l'histoire de France. Enfin, je prétendrai pas la connaître mieux que lui, hein, mais ni que de vous. Mais la France a connu des périodes en fait d'effondrement, en tout cas dans certaines régions partielles, en tout cas, qui ont été incroyablement sauvages. Les jacqueries, La Fronde. même par moments la Fronde ou les guerres de religion ont été de manière ponctuelle et à l'échelle de l'époque, avec des massacres et des cruautés qui pour certaines étaient normales à cette époque. Je veux dire, quand on fait le siège de La Rochelle, c'est normal que les gens ils crèvent la dalle et ils commencent à se bouffer entre eux. Ok, ça, c'est, je dirais entre guillemets, c'est normal. Mais en revanche, là aussi, on a des cas de mecs qui arrivent dans des villages, ils tuent tout le monde, ils bouffent les gens. Enfin, où ils obligent des gens à bouffer des membres de leur famille. Enfin, des trucs que même les nazis ont jamais fait. Hein. La Révolution française a commis beaucoup de crimes, donc. Ah, non, mais effectivement, je vais en vacances relativement régulièrement en Vendée depuis ma petite maison de vacances de Léron, dans l'Atlantique. Les histoires de la guerre de Vendée, enfin, c'est l'extermination de Vendée, comme il faudrait l'appeler. Elles sont abominables tant dans la quantité en revanche que dans j'ose pas dire le mot qualité, mais que dans la cruauté et que dans la diversité des cruautés. Non, mais des enfants les bébés passés à la baïonnette, enfin, des trucs, mais même dans la colonisation, on n'a jamais vu ça, quoi. On a dû attendre les nazis en Ukraine pour des trucs comme ça, ou les soviétiques en Allemagne. Mais enfin, je veux dire, y a rien, enfin, ou alors les guerres en Afrique, oui, entre Africains. Mais c'est un truc, enfin, l'être humain est capable de barbarisme qu'on oublie souvent, trop, hélas. Ce sera le mot de la fin. Merci encore, Piero San Giorgio. Alors, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, le moral ne doit pas être très élevé, mais... On va s'en sortir parce que justement, on va créer mais c'est vrai qu'on va créer un nouveau monde à notre image. Mais il va falloir s'en sortir. Et ça va être dur, mais on apprend. De toute façon, on apprend et on devient meilleur que dans l'adversité. Là aussi, message christique. C'est aussi par la souffrance qu'on apprend à être meilleur. Les gamins, si on leur donne tout ce qu'ils veulent, ils deviennent pas des adultes équilibrés. Il faut leur foutre des limites. C'est le rôle du père d'ailleurs, un père qui est de plus en plus absent, hélas. Et tout ça, c'est lié. Et on va s'en prendre plein la gueule, mais voilà, on va s'en sortir, on va reconstruire, on va découvrir une vie sans télé, sans conneries, sans impôts, sans limitation de vitesse. On va avoir un monde extraordinaire. Alors, sans télé, sans limitation de vitesse, je veux bien y croire, sans impôts, personnellement, ça me semble impossible. C'est vrai. Mais ce sera peut-être nous qui allons taxer les autres. Ah, ça, je dois avouer que ce serait mieux que ce que je vis actuellement. Enfin, ce que vivent tous les Français actuellement, d'ailleurs. En tout cas... C'est un pays qui est sous domination et sous occupation d'élites illégitimes et extrêmement malhonnêtes et voleuses. Et ça, depuis déjà des décennies. Donc, malheureusement, vous êtes coincés, quoi. Et les frigos ne sont pas encore vides, donc il n'y a pas de révolte. Mais peut-être que ça gronde. On verra ce qui se passe ces prochains mois. C'est possible que ça gronde. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup, Piero San Giorgio. Et évidemment, je mettrai le lien vers votre chaîne, mais tellement c'est inutile en fait, puisque je suppose que c'est plutôt vers ma chaîne que ça va fonctionner que vers la vôtre, puisque vous la vôtre est... Fort sympathique qu'est la vôtre, j'ai découvert un peu par hasard, et puis j'ai écouté quelques-unes de vos vidéos, elles sont excellentes. Je conseille à ceux qui ne vous connaissent, ceux qui ne vous connaîtraient pas et qui sont encore là après 1h30, d'aller voir votre chaîne. Vous avez entendu, j'espère, jeunes gens, Piero San Giorgio conseille d'aller voir vers la chaîne du Cercle Richelieu. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous laisse le mot de la fin pour saluer ceux qui nous ont écoutés. Alors, le mot de la fin sera une question, et vous pouvez répondre rapidement, comme ça on arrête. Pourquoi Cercle Richelieu ? Parce que nous sommes un groupe de réflexion et que nous nous sommes dit,
qui est celui qui a le mieux servi la royauté, parce que nous n'aspirons pas chacun à la royauté, nous aspirons à servir la royauté et à servir la France également, qui est celui qui l'a le mieux servi. Pour nous, c'est Richelieu, et donc c'est devenu Cercle Richelieu. Un des très 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 grands hommes de l'histoire de France et de l'histoire humaine. Je suis là. Pierre de Russie disait « Si je pouvais avoir Richelieu comme ministre, je lui céderais volontiers la moitié de mon empire pour qu'il m'aide à administrer l'autre moitié. » Et nous en finissons là. Merci beaucoup. À bientôt. Et clap.